Avec les événements politiques en Côte d'Ivoire, des milliers d'Ivoiriens se sont érigés en juristes. ActuPeople.net reçoit pour vous un juriste, pour de vrai, Arsène Touo. Il est proche du ministre Awadon Melo. Il va répondre à l'ensemble de nos questions portant sur son candidat. Bien entendu, on va aborder des sujets inhérents au test de loi en Côte d'Ivoire. Voilà. Et ce sera vraiment un échange comme vous en avez l'habitude sur le plateau d'ActuPeople.net, avec beaucoup d'empathie, mais aussi avec beaucoup de sincérité. Bonjour, monsieur Arsène Touo, comment allez-vous? Bonjour, c'est Guillaume, merci. Et je vais bien. Parfait. Comment va le ministre Awadon Melo? Il va bien. Il va bien. Il est rentré en Côte d'Ivoire le week-end dernier. Il est directement allé se ressourcer auprès de sa famille à Bongouanou. Et après, il est revenu à Abidjan pour les rendez-vous, pour les audiences liées à son projet. Mais il va bien. On a vu qu'il était aussi en Russie, aller rencontrer ses partenaires. Qu'est-ce qui ressort de ces rencontres-là? Écoutez, il lui reviendra de vous donner les informations précises sur ces rencontres, mais il est connu. Il est connu pour son intégration dans le système des BRICS, dont fait partie la Russie. Et donc, il était là-bas. Et d'ailleurs, il a expliqué, il était là-bas dans le cadre de projets économiques en Afrique, donc pour lesquels la Russie est beaucoup intégrée et beaucoup active. Et pour le reste, je pense que il sera le mieux indiqué pour vous donner des informations plus précises que ce qu'il a déjà dit. Parfait. C'est vrai que là, lorsqu'il est rentré, il a pondu un communiqué. On va revenir sur les grandes lignes de ce communiqué, bien entendu. Mais vu que vous êtes son proche tout de même, là, la question, c'est qui va ouvrir, on va dire, je dirais ça comme ça, cette interview. Qu'est-ce que le ministre Awadon Melo pense de la candidature qui va déboucher sur le 4e mandat du président Alassane Ouattara? Écoutez, le ministre Domelo considère M. Ouattara comme un adversaire, mais un adversaire particulier, dans le sens où des 5 candidats, ou disons des 4 adversaires qu'il a, c'est l'adversaire du pouvoir sortant. Et donc, le ministre le considère comme un adversaire assez sérieux, et il le considère comme tel, et il se prépare justement à la hauteur de ce que représente cet adversaire. Le président Ouattara a eu 15 années de gouvernance, mais 15 années de gouvernance, paisible, sans aucune contrariété, au moins sociale, enfin, militaire ou politique importante, parce qu'il y a eu chaque fois même des boycotts lors des élections, etc. Donc, 15 années de gouvernance pour lesquelles le bilan devrait être un peu plus important que ce qu'il affiche là maintenant. Et là-dessus, le ministre Awadon Melo aura son mot à dire, et il est en train de peaufiner justement ces éléments de langage pour confronter ce pouvoir-là à la réalité, pour traduire dans les termes de la vie pratique des Ivoiriens, de la vie quotidienne des Ivoiriens, le document que le gouvernement a produit il y a quelques jours, qu'ils ont nommé bilan 2011-2025. Je l'entends, mais qu'est-ce qu'il pense du 4e mandat? De cette candidature qui va déboucher sur un 4e mandat du président Alassane Ouattara. Qu'est-ce que pense le ministre Awadon Melo de cette candidature du président Alassane Ouattara qui va déboucher sur un 4e mandat? Qu'est-ce qu'il pense de ça? Il a déjà dit, le ministre Awadon Melo est toujours attaché au respect scrupuleux des textes, et notamment du respect de la constitution ivoirienne. Le ministre Awadon Melo considère que quand on est homme d'État, quand on est dirigeant, on est la première vitrine du respect des règles qui régissent la société. Et concernant le 4e mandat, il est contre. Il n'est pas favorable à ce 4e mandat. Et pour lui, la solution qu'il faut y apporter, c'est la solution des urnes. Parce qu'il a souligné dans le communiqué que tout à l'heure vous avez évoqué. Il a dit que par le passé, nous avons eu, quand je dis nous, c'est la grande famille de la gauche ivoirienne, donc nous avons eu à confronter M. Ouattara sur plusieurs terrains divers. Et chaque fois que la confrontation a eu lieu sur un terrain qui n'est pas démocratique, Ouattara a toujours pris le dessus. Et pour lui, pour mettre fin à ce 4e mandat, pour empêcher en tout cas le 4e mandat, pour lui c'est la solution des urnes. Et il y croit. Parce qu'il croit dans la capacité des Ivoiriens à saisir leur responsabilité, à prendre, à bras le corps leur mission de s'exprimer par les urnes, parce que c'est
le bulletin de vote, c'est la première expression, c'est le premier symbole de l'égalité citoyenne. Donc, lui, il considère que les Ivoiriens vont comprendre donc le message, l'importance de se mobiliser pour aller participer aux urnes, pour pour empêcher justement ce 4e mandat. Avant d'aller dans le détail de ce postulat-là, est-ce que vous pensez que le Conseil constitutionnel a dit le droit en tant que juriste? Alors, quand vous me posez cette question, votre question est fermée, elle m'invite à répondre oui ou non, mais je ne répondrai pas comme ça. En fait, le Conseil constitutionnel a donné une décision à 60 personnes. Il faut dire qu'il y a une partie de cette décision qui concerne des candidats pour lesquels je dirais que le Conseil constitutionnel n'a fait que redire ce que le droit avait déjà dit. Parce que lorsque des personnes ne sont pas sur la liste électorale et qu'elles vont quand même se porter candidates à une élection, il va s'en dire que l'interprétation évidente qui va s'en suivre par le Conseil constitutionnel, c'est de constater donc le défaut de la qualité d'électeur et en tirer les conséquences. C'est ce qui a été le cas du président Gbagbo et du président du PDC-RDA, le président Thiam. Ils n'ont pas, ils sont pas sur la liste électorale et le Conseil constitutionnel n'a fait que donc constater leur absence de la liste électorale, donc n'a fait que constater le défaut de la qualité d'électeur qui a été déjà constaté par la CEI et à tirer les conséquences. Donc pour moi, de ce point de vue, je dirais que le Conseil constitutionnel a redit ce que le droit avait déjà dit. Il y a une autre partie de la décision qui est par contre assez critiquable. Je vais parler par exemple de la décision qui concerne le président du FPI, du Front populaire ivoirien. Alors, après la décision du Conseil, on a vu la réaction du Front populaire qui a dit que les chiffres que le Conseil a donnés, le concernant, ne correspondent pas aux chiffres qu'il a donnés dans la clé pour les parrainages. Le Conseil, quand on fait la somme des parrainages que la décision donne, ça donne 46 000. Or, le FPI soutient qu'il a donné une clé USB qui contient 44 000 parrains. Et donc, forcément, il y a un problème technique. Or, on sait que dans le traitement technique donc des parrainages, il y a deux niveaux. Il y a un niveau à la CEI. La CEI reçoit les parrainages, les candidatures, elle les traite, et puis elle les transmet au Conseil constitutionnel. Et là-bas, il y a un dispositif qui est prévu justement, qui est prévu par la loi, qui s'inspire de l'article 56 de la Constitution, et qui a mis en place donc un dispositif de contrôle au niveau du Conseil, qui a procédé au contrôle, et puis le Conseil a tiré les conséquences de ce contrôle. Alors, la question est la suivante. Est-ce qu'il y a eu des erreurs techniques qui sont arrivées à cette différence de chiffres, ou bien est-ce qu'il s'agit de manipulation malveillante de la part de quelques personnes dont le but serait donc de mettre le FPI dans l'irrégularité du parrainage? Alors, si c'est la deuxième option, c'est-à-dire que si c'est une manipulation, de qui elle vient? Est-ce de la part de la CEI ou bien est-ce au sein du Conseil constitutionnel? Je pense que tous ces éléments-là me fondent donc à dire que de ce point de vue, ne serait-ce que du point de vue de la décision concernant le FPI, la décision du Conseil constitutionnel est assez contestable parce que elle a été prise sur la base d'éléments matériels qui sont contestés par la partie. Et pour moi, c'est assez flagrant. C'est dommage qu'aujourd'hui, cette institution a un caractère, ces décisions ont un caractère d'autorité de la chose jugée, donc qui fait que il n'est pas possible juridiquement de contester ces décisions, mais le fondement il est assez fragile quand même parce que les éléments des faits qui ont abouti à la décision ne sont pas solides parce que voilà. Et pour moi, le FPI est fondé à contester, à se plaindre. Après, est-ce que cela a une répercussion sur le processus? C'est une toute autre question. Vous ouvrez tellement de brèches, mais lorsque je vous ai écouté attentivement, dans le cas des présidents Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, vous dites que le droit a été dit. Mais dans le cas du président Alassane Ouattara, qu'est-ce que vous dites? Surtout que lui, la Constitution de 2016 lui interdit de faire un troisième mandat qu'il a déjà fait, mais son dossier a été accepté par le Conseil constitutionnel alors qu'il est interdit de faire un quatrième mandat. Pourquoi dans son cas, vous ne vous êtes pas exprimé? Et si, dans son cas, par exemple, le Conseil constitutionnel a dit le droit ou pas? Pourquoi est-ce que dans son cas, vous ne vous êtes pas exprimé là-dessus? Parce que peut-être que c'est un oubli. Donc je vous demande dans son cas,
est-ce que le Conseil constitutionnel a dit le droit? Non, ce n'est pas un oubli. Parce qu'en fait, dans le cas de M. Ouattara, la question du 4e mandat, en fait, pose une question de droit constitutionnel. Et cette question est relative à la réalité de savoir, est-ce que après la Constitution de 2016, la Côte d'Ivoire est passée à une seconde république ou pas? Et c'est là la question, justement. Moi, je vous suis, hein. Oui, je développe. Et sur cette question, c'est un vieux débat doctrinal en droit qui a toujours eu cours. Et ce débat-là oppose deux tendances. Il y a ceux qui estiment que un changement considérable de la Constitution débouche sur une république nouvelle. Et la république nouvelle met le compteur à zéro en termes de nombre de mandats. En face, tu as l'autre tendance qui dit que quand c'est une simple révision, ça ne débouche pas à, comment dire, à une république nouvelle. Donc, il n'y a pas de remise à zéro des compteurs. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, la Constitution de 2016 a débouché sur une république nouvelle, c'est-à-dire la 3e République. Et les partisans de Ouattara estiment que, à partir de là, M. Ouattara a fait son premier mandat en 2020. Et que donc, cette candidature pour 2025 sera sa deuxième, comment on dit ça, sa deuxième candidature pour le 2e mandat. À titre personnel, j'estime que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Parce que de toute façon, la décision de la Cour, du Conseil constitutionnel qui a validé sa candidature en 2020 a été donnée dans un contexte assez précis, où le Conseil a tenu compte de plusieurs réalités, de plusieurs paramètres pour lui valider sa candidature. Je ne trouve pas assez cohérent que une candidature qui a été validée sous une république nouvelle, donc pour ceux qui disent que qui a été un 3e mandat, viennent encore pour poser la question du 4e mandat. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et comme c'est un débat que je considère comme une perte de temps, nous on dit qu'il y a une solution à ça, c'est que le pouvoir de Ouattara est dépouillé de toutes les cordes qui le constituaient. Je vais parler par exemple du fait que le RHDP n'a plus le PDCI avec lui, le RHDP n'a plus avec lui les partisans de... Mais si vous permettez, avant d'aller dans ce débat, outre les déductions doctrinales dont vous avez parlé tout à l'heure, moi je veux poser un problème d'éthique et de morale. Oui. Parce que lorsque vous parlez de cette constitution, lorsque le RHDP, lorsque le président Alassane Ouattara battait campagne, pour cette constitution de 2016, il a été écrit blanc sur noir que le président Alassane Ouattara ne briguerait pas un 3e, encore moins un 4e mandat. Si on parle sur les campagnes, les affiches publicitaires. D'accord. Les affiches publicitaires pour les présenter aux populations qui étaient appelées à référendum. Il a été écrit non, avec cette nouvelle constitution, le président Alassane Ouattara ne briguera pas un 3e ni un 4e mandat. Est-ce que là, si on laisse les déductions doctrinales, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'éthique? Mais bon, déjà, l'éthique, elle est relative. Parce que l'éthique en Côte d'Ivoire n'est pas forcément l'éthique en France. L'éthique, ce que les gens considèrent comme l'éthique à Gagnoua n'est pas forcément ce que les gens considèrent comme l'éthique à Korogo. Déjà ça. La morale est fonction des régions, c'est ce que vous voulez me dire? Oui. Parce que pour moi, c'est une question d'éthique et de morale. Parce que l'éthique, c'est quoi? C'est quand même la parole donnée, quand même. Oui. Parce que lorsqu'on donne une parole et qu'on doit la violer, celle-ci, elle est sujette à des régions et à des villes. J'allais répondre. Je dois commencer par l'éthique. Ok. Comme votre raisonnement s'est adossé à l'éthique, j'ai voulu d'abord souligner que l'éthique, c'est un concept relatif qui change selon la culture, selon l'endroit où on est. Déjà ça. Deuxièmement, pour en revenir au texte que vous soulignez, vous dites que pendant la campagne en 2020... En 2016. En 2016, pardon, sur des écriteaux, il était mentionné que le président Ouattara ne briguerait pas un autre mandat. Un 3e mandat, encore moins un 4e. Okay. Oui. Alors, je vous demanderai quelle est la valeur juridique de ces écriteaux-là? Ces écriteaux de campagne. Quelle est la valeur juridique de ces écriteaux? C'est des slogans de campagne, c'est des promesses de campagne. Mais quelle est la valeur juridique, quelle est la valeur contraignante de ces écritures-là sur l'ordonnancement juridique ivoirien? Moi, je ne peux pas considérer comme repère de raisonnement des affiches de campagne
qui ne relèvent que de promesses d'individus qui les font selon le but qu'ils veulent atteindre à l'instant où ils le font. Moi, je me réfère... Excusez-moi, en tant que juriste, Oui. je m'étonne, excusez-moi, hein, Oui. vous me le permettrez, Non, pas de souci. parce que lorsque, en tant que juriste, Oui. je dis, moi, je vais faire campagne Oui. pour une marque. Oui. Je dis, par rapport à ma marque, elle ne doit pas être consommée par des enfants. Oui. Et au final, cette marque, elle est consommée par des enfants, et on me dit, il n'y a pas de problème. Non, là, on est dans la publicité mensongère. Et là, on est dans le domaine commercial. Puisque les règles Mais c'est quoi le hiatus entre le fait de faire une campagne sur une constitution où on dit cette constitution ne doit pas donner droit à un troisième, un quatrième mandat du président Alassane Ouattara, et qu'on se retrouve, lorsqu'on fait des campagnes sur cette base et que les gens votent cette constitution, de venir dire ici que non, ça ne doit pas s'imposer ou bien ça n'a pas d'ordonnancement juridique ou quoi que ce soit. À quoi est-ce que ça devrait Je veux juste vous faire comprendre que les propos du partisan de Ouattara qui sont en campagne et qui font des promesses et qui disent des choses pour convaincre les populations à voter pour une constitution ne sont pas des références. Non, ce ne sont pas les partisans du président Alassane Ouattara. C'est qui? C'était la structure en charge, justement, d'organiser ce référendum. Donc, l'État de Côte d'Ivoire. Okay. Voilà, l'État de Côte d'Ivoire, donc, de par son apparentement avec la CEI, justement, qui fait la campagne pour expliquer. Et il y a des interviews qui étayent cela. Moi, je suis lors d'une interview, j'ai parlé de l'interview que le ministre Bruno Nabaye-Koné avait donnée en disant pas de troisième mandat. Et c'était la une du journal Le Patriote. Lorsque tous ces faits tangibles sur des médias réguliers, authentiques, sont donnés pour promouvoir ce référendum et cette nouvelle constitution, on me dit encore que là, il n'y a pas d'ordonnancement. Mais oui, c'est ce que vous voulez me dire? Parce que l'opinion de Koné Nagbane Bruno, l'opinion de Cissé Bakongo ne constitue pas des références juridiques. Je peux dire que oui, c'est peut-être malhonnête de leur part. C'est malhonnête de faire ce genre de promesses aux populations pour les tromper, pour tromper un suffrage, mais ce n'est pas des références juridiques. Je suis désolé. Quand on veut savoir, est-ce qu'on est dans une seconde république, ce n'est pas au propos de Bakongo qu'on se remet. On va se remettre à ce que dit le droit. On va se remettre au changement qui a été opéré dans la Constitution, afin de savoir est-ce qu'on a eu affaire à une modification constitutionnelle ou si on a eu affaire à une simple révision. C'est la réponse à ces questions-là, justement, qui va donner la réponse sur l'existence ou non de la Nouvelle République. Et pour moi, en droit, je peux le dire sans sourciller, Guillaume, en droit, ça se tient. Je ne suis pas partisan de cette opinion, je l'ai souvent dit sur mes publications sur Facebook, mais l'argument qui dit que en 2016, le changement de la Constitution a débouché sur une seconde république se tient juridiquement. Ça se tient, ça se défend. Et quand c'est le cas, et que on considère qu'en 2020, M. Ouattara a fait son premier mandat de la Troisième République, il s'ensuit que forcément il a droit à un deuxième mandat dans la Troisième République. Que d'autres appellent quatrième mandat, parce que pour eux, il y a eu une continuité, il n'y a pas eu de rupture législative. Et pour nous... Pour ne pas s'enliser dans le débat en même temps qu'on y est, pourquoi est-ce que le président Alassane Ouattara ne pourrait pas recourir? Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait débat, c'est le quatrième mandat. Pour certains. Pour certains. C'est ce qui fait débat. Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas recourir aujourd'hui à un autre référendum, pour mettre tout le monde d'accord, puis faire sauter la limitation des mandats, comme on l'a vu par exemple avec la limitation de l'âge? Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas le faire? Et pourquoi pas éventuellement par une ordonnance, d'autant plus que la constitution de 2016 a subi pas mal de modifications à travers des ordonnances. Est-ce que juridiquement cela serait possible, vous en tant que juriste, qu'est-ce que vous pourrez nous dire là-dessus? Déjà, juridiquement, la constitution peut être modifiée. Il y a des règles, forcément. Il y a des règles de modification. Oui, il y a eu beaucoup d'ordonnances qui ont été prises pour modifier cette constitution. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce qu'il pourrait avoir une ordonnance que le président Alassane Ouattara, parce que c'est lui qui a pris toutes ces ordonnances, pourrait prendre éventuellement dans le cadre de cette constitution pour dire, OK, par ordonnance, décret numéro, je ne sais pas comment est-ce que c'est légiféré, comment est-ce que c'est dit juridiquement, à partir d'aujourd'hui, la constitution de 2016, il n'y a plus de limitation des mandats. En ce moment, est-ce que le débat ne serait pas, on mettrait pas ainsi fin à tous ces débats-là? De toute façon, déjà, pour répondre à la question, Guillaume, je ne suis pas à même de présager de la volonté de M. Ouattara. Qu'est-ce qu'il fera demain? Je n'en sais rien du tout. Et il est coutumier des modifications de la Constitution par ordonnance. Lui seul sait, quand il le fait, le but qu'il veut atteindre. S'il estime un jour que, encore pour une énième fois, il faut changer la Constitution pour remettre pour la deuxième fois, voire même pour la troisième fois,
le plafond d'âge, c'est à lui de voir. Et à ce moment-là, s'il est encore là... Non, là, c'est plus le plafond. Là, on n'est plus dans la limitation de l'âge. Oui. Limitation des mandats. De mandat, d'accord. C'est-à-dire là, on dit dans la Constitution par ordonnance, à partir d'aujourd'hui, la Constitution ivoirienne, il n'y a plus de limitation des mandats. Un président qui est élu, il est élu tant que le peuple lui fait confiance, tant que le peuple estime qu'il travaille bien, il est là à vie. C'est une option. Voilà. C'est une option. Qu'est-ce que vous, en tant que juriste, mais voilà. cette option ne restaure pas l'idéal de l'alternance et de la démocratie. Parce que la démocratie veut que le personnel politique se renouvelle selon les compétences et selon une certaine limite qu'on met au temps passé au pouvoir. C'est ça le sens de l'alternance. Et je pense que si la Côte d'Ivoire n'est pas encore arrivée à ce niveau, c'est parce que personne n'a encore ouvertement assumé l'idée de rendre indéfini les mandats. C'est vrai, dans d'autres États comme le Bénin, et sur ça, et c'est là où je dis que ce que la Constitution est aujourd'hui est le reflet de ce que les constituants ivoiriens ont voulu. Parce que quand un rédacteur d'un texte l'a voulu assez clair, il le rend clair. Et pour moi, si le constituant de 2016 avait voulu qu'il soit clairement écrit que il est impossible à un citoyen ivoirien de faire plus de 2 mandats de toute sa vie, ils auraient trouvé les mots pour le dire, comme c'est le cas au Bénin et au Sénégal. Là, sur cette question, la formulation, elle est claire. Aucun Béninois de toute sa vie ne peut faire 2 mandats, qu'ils soient consécutifs ou pas. Est-ce que Dieu m'y a plus clair que ça, pardon? Pas plus clair que ça. Donc, pour demain, je ne sais pas. Je ne peux pas présager de la volonté de Ouattara. Et d'ailleurs, j'estime que, personnellement, s'il doit y avoir des modifications, ça ne peut pas porter sur cette question. Parce que, pour moi, ce serait un recul démocratique assez important que de laisser illimiter le nombre de mandats. Ce serait le retour du parti unique déguisé. Mais pour vous prendre au mot, le recul démocratique, est-ce qu'on n'y est pas en plein là en Côte d'Ivoire? Comment ça? Parce que lorsqu'on parle en cours de mandat, lorsque, selon vos déductions, oui, on parle d'une seconde république, donc qui donnerait droit à un premier mandat et un second mandat. Déjà, quand on fait un cumul, on est sur 4 mandats. Vous avez dit tout à l'heure, les aspérités de la démocratie, c'est l'alternance. Lorsqu'un président est au pouvoir pendant 20 ans aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas déjà à fond dans ce recul démocratique? De toute façon, sur le pouvoir de Ouattara, sur sa gouvernance depuis 2011, ils sont innombrables, les cas de recul de la démocratie. Vous voyez, aujourd'hui, l'actualité parle. On parle de candidats à cette élection qui auraient sollicité le président Ouattara pour obtenir des financements pour leur campagne. Pour leur campagne. Vous voyez, en 15 ans de gouvernance, M. Ouattara n'a pas pris une loi pour décider de quelle manière peut se faire le financement d'une campagne. Comme cela se fait déjà pour les partis politiques, puisque les partis politiques participent à la vitalité démocratique du pays. Donc, en retour de cela, une loi concède aux partis politiques un financement pour leur fonctionnement et pour que ces partis puissent participer à la vie démocratique de l'État. Ça aurait pu être la même chose pour le financement de la campagne. Dans un but ne serait-ce que de transparence. Cette loi n'existe pas? Non, ça n'existe pas. En Côte d'Ivoire, malheureusement, ça n'existe pas. C'est-à-dire que le financement des candidats est fait selon l'humeur du chef de l'État, qui lui-même, le plus souvent des cas, est candidat. C'était le cas en 2000. Vous me dites que c'est pas consacré par la Constitution, le financement des campagnes des candidats? Non, malheureusement. Ok. En tant que juriste, je vous le conseille. Aucune loi en Côte d'Ivoire, à ce jour, à l'heure où je vous parle, sauf si au moment où on parle, le projet est dans un tiroir, aucune loi en Côte d'Ivoire ne légifère sur le financement des campagnes. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a élection en Côte d'Ivoire, élection présidentielle, c'est le chef de l'État qui, selon son bon vouloir, décide d'accorder à ses adversaires, à lui, des financements pour le combattre. Et pour revenir tout à l'heure à votre mot, et c'est là où justement la question de l'éthique se pose du plein gré. Comment comprendre que le chef de l'État, qui est protagoniste du processus électoral, soit celui qui doit décider du principe d'accorder
le financement à ses adversaires, du montant et du moment. Ça pose un problème d'éthique. Et dans le sens aussi que pour dépenser les recettes, enfin pour dépenser plutôt les deniers de l'État, c'est la loi qui organise cela. C'est le Parlement qui décide de comment doivent être dépensés les deniers de l'État. Et en l'occurrence, la configuration est telle que c'est le chef de l'État à qui des adversaires font remonter des doléances, c'est le cas de le dire, de financement de leur parti politique, et lui décide s'il doit accorder ou pas. Et s'il doit accorder, il décide du montant qu'il donne. En 15 ans de gouvernance, M. Ouattara n'a jamais pu prendre une loi pour clarifier ça. Parce que, justement, il espère que quand ça va arriver, il aura les leviers pour décider si oui ou non il donne, et si oui, combien il donne. Or, ce n'est pas à lui, M. Ouattara, parce que l'argent de la Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. Ce n'est pas à lui de distribuer de l'argent à ses adversaires comme il veut. Et pour finir, ça pose aussi un problème d'éthique sociale. Dans un pays où la fracture sociale, ne serait-ce que du point de vue de la pauvreté, est frappante, il est souvent indécent de voir que pour une campagne électorale pour laquelle les candidats sont censés être préparés à tout point de vue, du point de vue politique, du point de vue économique, du point de vue diplomatique, soit financés à hauteur de milliards, alors que à côté d'eux, il y a des hôpitaux qui ne sont pas équipés en matériel de soins. À côté d'eux, il y a le chômage qui sévit. À côté d'eux, il y a le panier de la ménagère qui se vide de plus en plus. Ce n'est pas acceptable. Ça, ce sont des thématiques qui sont ressassées, on va dire, par tous ceux qui critiquent le gouvernement du président Alassane Ouattara. Mais moi, je vais revenir encore sur le plan juridique. Qu'est-ce que vous dites, en tout cas, de l'article 6 du Code électoral qui consacre la révision de la liste électorale qui, malheureusement, a été foulée aux pieds? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, je n'ai pas en tête forcément... Là, on parlait de la révision de la liste électorale. Oui. Donc, qui donne dans la CEI... En fait, ça me revient. Cet article, en fait, désigne la CEI comme l'organe qui doit organiser la révision de la liste électorale. Cet article lui donne à la CEI la prérogative du moment pour organiser la révision de la liste électorale. La RLE, oui. Ou du moins, le dire autrement, cet article n'impose pas à la CEI une date ou un moment auquel elle doit faire la révision de la liste électorale. Et donc, la CEI se donne pour prérogative de choisir, en tout cas, la période selon elle, les années où il est opportun pour elle de faire la révision. Et c'est ce que a expliqué plusieurs fois le président de la CEI en disant que c'est en accord avec les partis politiques qu'ils ont choisi des années importantes où il était convenable, selon eux, selon lui et selon les partis politiques, de procéder à la révision. Là où la question devient floue, c'est que il est incompréhensible que pour une année électorale, il n'y a pas de révision de la liste électorale. En sachant que, par définition, la liste électorale sert à quoi? Elle sert à connaître la population électorale, c'est-à-dire à définir ceux qui sont censés participer au vote. Mais lorsque vous dites que la CEI s'est entendue avec les leaders politiques, certainement qu'ils se sont entendus sur une année qui n'est pas une année électorale, puisque vous en parlez. Ah, mais c'est à eux de se défendre, hein. Moi, j'ai vu le président de la CEI et même sa porte-parole à la télévision en train d'expliquer que c'est un accord avec ses différents partenaires que sur des années, il y a une révision et que sur d'autres, il n'y en a pas. Et que c'est eux qui apprécient l'opportunité de faire la révision ou pas. Mais plusieurs fois, les leaders politiques ont confondu cette thèse. Et là même, je reviens là-dessus encore, suite à la dernière sortie, par exemple, de Maître Blessy au sein du PDCI RDA, il est revenu encore là-dessus pour dire que cet article a été foulé aux pieds parce que la révision de la liste électorale qui était censée, par exemple, permettre à leur candidat, qui est le président Tidjane Thiam, d'être sur la liste électorale, n'a pas été respectée. Donc, lorsque eux, ils vont chaque fois face à cette thèse, qui on doit croire au final? La CEI qui, elle, dit que non, on s'est entendu sur une date ou bien sur une année avec les partis politiques. Les partis politiques qui disent non, on ne se reconnaît pas dans cette décision. Qui on doit croire en définitive? De toute façon, il ne revient pas à la CEI de
de choisir de ne pas faire une révision. Comme je le dis, l'article 6 ordonne à la CEI de faire une révision, même si l'article ne donne pas la période de l'année, mais l'article dit quand même qu'il doit y avoir une révision tous les ans de la liste électorale. Et encore, pour compléter justement cette thèse, c'est que pour cette révision de 2025, avant les élections présidentielles, le Parlement ivoirien a voté le budget. C'est-à-dire que ce budget-là, il est là. Et c'est ce que dit tous les représentants des partis. Nous avons voté un budget pour permettre à la CEI de faire cette RLE. Mais on vote un budget que vous avez et vous ne faites pas l'action. Ça rime à quoi, en fait, au final? C'est incompréhensible, c'est injustifiable. Et sur ça, j'ai vu le président de la CEI se débattre en train de vouloir justifier l'injustifiable. Parce qu'il parle comme si c'est à lui que la loi a donné le pouvoir de décider s'il doit avoir une révision. D'ailleurs, il a promis, là, il me souviens que lors de son débat à la télévision, il avait promis que en cette année 2025, la CEI procéderait à la révision de la liste électorale. Avant que, plus tard, il revienne sur sa parole pour dire que, manifestement, cette révision serait impossible. C'est une injustice. Parce qu'effectivement, le PCD a raison de dire que s'il avait eu cette révision de la liste électorale, son président aurait eu l'opportunité de régler son problème de la liste électorale, faire son inscription et du coup redevenir électeur, donc éligible à la présidentielle. C'est tout ça, c'est tout cet environnement justement qui fonde aujourd'hui tous ceux qui, comme le PDCI, RDA, le FPI, qui soupçonnent cette commission de fonctionner en faveur du pouvoir en place. C'est une crainte légitime, ce sont des doutes légitimes. Parce que la loi est claire sur une donnée, mais on se donne des prérogatives qui n'existent pas dans la loi pour reporter une révision qui doit être. Ce n'est pas juste. Dans la droite ligne, justement, des décisions du Conseil constitutionnel, que dites-vous de la motion d'un candidat, Ousmane Touré, qui lui avait fait une motion portant sur la nationalité douteuse du président Alassane Ouattara? Que dites-vous de cette motion sur laquelle, justement, le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé? Même parce que le Conseil constitutionnel, je crois, dans son arrêt, a toujours répondu à tous ces requérants que ces requêtes qui sont faites, notamment pour le retrait du nom de M. Ouattara sur la liste électorale, relèvent de contentieux qui ne sont pas de son ressort. C'est un contentieux qui relève des tribunaux. Je vous suis, hein? Des tribunaux civils et de la CEI. Et des tribunaux civils en dernier ressort. Le Conseil constitutionnel... Mais le Conseil constitutionnel elle-même, lorsqu'on voit sa constitution, elle est en elle-même une juridiction. Donc, elle est en même, vous en tant que juriste, peut-être vous allez me contredire, mais elle est en même aussi de pouvoir légiférer sur ce genre de cas, d'autant plus qu'elle est constituée comme une juridiction. Non. Les juridictions ont des attributions. Mais le Conseil constitutionnel n'a pas fonction d'une juridiction? Si. Mais cette juridiction n'a pas dans ses attributions les prérogatives de juger des contentieux qui relèvent d'autres juridictions. Puisque dans l'ordre... Donc vous estimez que cela relève de l'attribution de d'autres juridictions, par exemple? J'estime. Okay. C'est le Conseil qui a répondu à tous ces requérants en disant que toutes ces questions que vous me posez ne relèvent pas de mes attributions et que cela relève des attributions des tribunaux civils et de la CEI. Et vous, en tant que juriste, qu'est-ce que vous dites de ça? Mais c'est ce que la loi dit. Okay. Puisque la loi, quand elle crée une juridiction, elle lui donne des attributions matérielles, des compétences matérielles. Donc, si une requête porte sur un sujet qui ne se trouve pas dans les compétences matérielles d'une juridiction, c'est naturellement que cette juridiction va décliner sa compétence et puis débouter le requérant. C'est une réponse pour moi évidente. Toujours dans la droite ligne des décisions du Conseil constitutionnel, c'était important pour moi de décortiquer cela parce qu'il y a eu des requêtes qui ont été formulées par les partis politiques. Oui. Pourtant, ces requêtes-là portent sur leurs leaders. Oui. Et ces requêtes n'ont pas été prises en compte par le Conseil constitutionnel au motif que ces requêtes n'ont pas été formulées par les leaders eux-mêmes. Alors que, dans la règle, il est dit que ces requêtes peuvent être formulées par les partis politiques. Et c'est ce que ces partis ont fait au nom de leurs leaders politiques. Et pourtant, le Conseil constitutionnel n'a pas daigné se prononcer sur ces requêtes qui ont été formulées par ces partis politiques au motif que ce ne sont pas les leaders. Je reprends encore parce que pour que ce soit vraiment clair. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, moi j'ai suivi de bout en bout la décision du Conseil constitutionnel le 8 septembre. Je l'ai suivi aussi, oui.
prenez le cas du PPACI. La requête a été formulée par M. Kone Katina, qui n'est pas président du FPI, pardon, président du PPACI. Et en répondant à cette requête, le Conseil n'a pas retoqué le PPACI en disant que Katina n'est pas le président du PPACI. Non, au contraire, le Conseil a pris en compte les arguments exposés par le requérant, donc M. Katina, et puis il a répondu. Personnellement, je n'ai pas connaissance du... Il a répondu en disant que il ne peut pas donner plus d'éléments de réponse, d'autant plus que la requête en elle-même n'a pas été formulée par la personne qui est partie prenante, c'est-à-dire le président. Si, parce que j'ai suivi, et en plus de ce que j'ai suivi à nouveau l'explication qu'en a donné Maître Blessy. Oui. Parce que avant de préparer cette interview, forcément, il y a tellement de... J'essaie de suivre l'actualité, de voir un peu... Et là, je suis en face d'un juriste. Oui. Parce que le juriste que lui, il est, il a dit justement, et il a motivé en disant que le Conseil constitutionnel n'a pas daigné répondre à leurs requêtes qui ont été formulées par les partis politiques en arguant que ces requêtes n'ont pas été formulées par les parties prenantes, par les personnes elles-mêmes. C'est pour ça que je vous dis, vous, en tant que juriste, est-ce que cet état des faits, est-ce qu'elle devrait se faire ainsi? Est-ce que, d'autant plus que les tests en vigueur disent que les requêtes peuvent être formulées par les partis politiques. Guillaume, honnêtement, peut-être que vous vous référez aux commentaires du Maître Blessy sur la question, mais moi, même avant-hier, j'ai encore réécouté, justement, en préparation de cette interview que j'ai avec vous, là, actuellement. J'ai réécouté l'intégralité de la décision du Conseil constitutionnel et j'ai marqué un arrêt sur la partie concernant le FPI, le PDCI-RDA et le PPACI. Et je n'ai pas entendu dans l'exposé des motifs du Conseil des arguments disant que tel argument est débouté parce que le requérant n'a pas la qualité du président. Non, je n'ai pas ça, honnêtement. J'ai pas ça. Au contraire, je dis, par exemple, je prends le cas du PPACI. Ils ont demandé deux choses. Ils ont dit, premièrement, que le Conseil constitutionnel devrait appliquer la décision du Comité des droits de l'homme de l'ONU qui recommande que les droits civils et politiques du président Gbagbo soient respectés. Deuxièmement, ils ont dit que le président Gbagbo a eu une décision de justice qui a eu pour conséquence de l'exclure de la liste électorale et que cette décision a été prononcée par une juridiction incompétente. Voici les deux motifs que le PPACI a avancés. À ces motifs, le Conseil a répondu premièrement en disant que les droits civils et politiques du président Gbagbo n'ont pas été violés. Et que deuxièmement, le contentieux concernant la sanction judiciaire qui a eu pour conséquence de l'exclure de la liste électorale ne relève pas de ses compétences. Voici la réponse qui a été donnée. Mais vous, en tant que juriste, qu'est-ce que vous dites de ça? Parce que cette décision a fait débat. Ces recommandations faites par le Comité des droits de l'homme de l'ONU, ça a fait débat. Qu'est-ce que vous, en tant que juriste, vous dites là-dessus? En fait, vous savez, c'est là que des fois, j'ai du mal à comprendre pourquoi des partis politiques s'appliquent tant à tromper. Je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est politique ou si c'est involontaire, mais à tromper leurs militants. Parce que le Comité des droits de l'homme de l'ONU... Mais c'est pour ça que vous êtes là pour éclairer aussi. Hein. Après, voilà, cette voix, on va dire... voilà, c'est important. Je n'ai pas la prétention. Si vous estimez que lorsque vous avez l'opportunité comme ça, c'est d'éclairer aussi. Et chacun pourra se faire une opinion. Voilà. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU, c'est quoi? C'est une structure qui a été créée par l'ONU dans le but de veiller à l'application des droits civils et politiques tels que proclamés. D'accord? Et ce comité produit 4 sortes de décisions. Il y a les observations générales et les observations générales et principales. Et ensuite, il y a les constatations. Et puis après, il y a les décisions procédurales. Ces 4 décisions ont quoi en commun? C'est que leur contenu n'a pas de caractère contraignant, Guillaume. Je vous suis, hein. Et moi, je vous parle. Les décisions du Comité des droits de l'homme de l'ONU n'ont pas de caractère contraignant. Vous le verrez même en lisant leur texte. Ils disent toujours « invite l'État de Côte d'Ivoire ». Guillaume, quand on dit « invite »,
Cela veut dire qu'il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas obligation. Il y a une exhortation faite au pays. C'est les recommandations quelque part. Recommandations faites au pays de respecter ses engagements au sein de la structure. Et c'est le cas du Comité des droits de l'homme. Le seul organe de l'ONU, Guillaume, dont les résolutions sont contraignantes, c'est le Conseil de sécurité. Là, en ce moment-là, une résolution est prise et elle est suivie d'effets militaires. Parce qu'il faut appliquer. Donc l'ONU mobilise ses moyens militaires pour faire appliquer de force sa résolution. Comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire en 2011. Avec la résolution, je ne sais plus le numéro, mais celle par laquelle la France a obtenu l'accord d'intervenir en Côte d'Ivoire militairement. Et quand je vois donc des partis politiques se référer aux décisions du Comité des droits de l'homme, qui pourtant sont claires, il y a eu même une précision qui est venue du Comité des droits de l'homme pour dire que, contrairement à l'interprétation que vous faites de notre communication précédente, nous précisons que nous ne faisons pas injonction à l'État de Côte d'Ivoire de permettre à M. Thiam ou M. Gbagbo de participer au processus électoral, mais nous les avons invités à prendre toutes les mesures possibles pour que leurs droits civils et politiques soient respectés. Il y a une nuance qu'il faut saisir et qu'il faut courageusement pouvoir interpréter et informer ses partisans. On va aller là-dessus. C'est très intéressant, d'autant plus que le PDCI croit encore, dur comme fer, que le Comité des droits de l'homme de l'ONU, que le PDCI a saisi, oui, aux fins de mesures on va dire observatoires, je crois, pour faire inscrire, pour faire inscrire le président Tidjane Thiam sur la liste électorale. Il croit que cette décision, de manière conservatoire justement, cette décision permettrait éventuellement à M. Thiam de pouvoir être inscrit sur la liste électorale et de pouvoir être candidat pour 2025. Donc vous, en tant que, en tant que juriste, vous estimez que cette procédure qui est ainsi engagée auprès du Comité des droits de l'homme de l'ONU ne pourra pas aboutir selon vous? Ça ne peut pas aboutir à une résolution contraignante sur l'État de Côte d'Ivoire. Parce que ici, la matière sur laquelle le comité intervient, ce n'est pas une crise militaire qui a cours en Côte d'Ivoire. La paix n'est pas en cause. Pour vous dire qu'en fait, les matières sur lesquelles l'ONU intervient de façon vigoureuse et avec force, c'est qu'il s'agit de préserver la paix sur un territoire. Parce qu'en ce moment-là, l'ONU estime qu'il y a des vies à préserver, il y a des biens à préserver, surtout les vies, faut pas qu'on s'éloigne, mais il y a des vies à préserver. Il y a une intégrité physique des personnes vivant sur le territoire à préserver. Dans ce cas-là, l'ONU est ferme. Or, la matière ici qui mobilise l'action du PDCI, RDA et du PPACI au niveau de l'ONU, c'est légitime, hein. Pour moi, politiquement, tout ce qui peut être tenté pour donner gain de cause à leur initiative mérite d'être tenté. On ne peut pas reprocher au PCI RDA et au PACI de tenter tout pour que le candidat obtienne la possibilité de participer au processus électoral. C'est légitime, mais ce n'est pas objectif, dans la mesure où, quand on connaît le fonctionnement des instruments de l'ONU, tels que le Comité des droits de l'homme, et qu'on sait comment ce comité a agi, on ne peut pas espérer que le Comité des droits de l'homme de l'ONU vienne imposer à l'État de Côte d'Ivoire de stopper le processus électoral, comme j'ai lu aussi dans un article ou dans un journal proche du PDCI, pour que le Tidjane Thiam soit intégré à l'élection. Ce n'est pas possible. Je le dis en des mots. Pour étayer leur objectivité, oui, ils prennent le cas du Brésil, oui, où le président actuel, Lula, qui n'était pas sur la liste électorale, a été inscrit après consultation et après recommandation justement du Comité des droits de l'homme de l'ONU. Qu'est-ce que vous dites de ça? Mais si ça s'est fait au Brésil, pourquoi ça ne se ferait pas en Côte d'Ivoire? Vous venez de dire après recommandation. Donc si, après recommandation, Lula a été intégré, certainement le gouvernement brésilien a accepté. Il n'y a pas eu de contrainte. Parce qu'il ne faut pas prendre un exemple pour prendre l'exemple. Est-ce qu'au Brésil, l'ONU a contraint le Brésil à intégrer ou bien l'ONU a contraint les autorités brésiliennes à intégrer M. Lula sur là, je ne peux pas m'exprimer sur le thème parce que... Non, j'ai regardé. Moi, j'ai pas d'informations sur ça. C'est une recommandation, c'est une contrainte. Il n'y a pas eu de contrainte. Ok, donc c'était une recommandation. Des discussions diplomatiques, politiques ont eu cours. Les autorités brésiliennes n'ont pas trouvé d'objection à faire droit à ces recommandations.
ont appliqué et cela a abouti à la participation du candidat Lula. C'est très intéressant. Pourquoi est-ce que, là, d'un point de vue en tant que citoyen ivoirien, en tant que juriste, en tant que proche du ministre Awad Dombelo, pourquoi selon vous aujourd'hui justement, le président Alassane Ouattara ne pourrait pas faire des ouvertures quand même sur certaines recommandations ou sur certaines requêtes qui sont formulées de sorte à ce qu'on ait des élections apaisées et transparentes, inclusives en Côte d'Ivoire? C'était le souhaitable. C'est le souhaitable. Non, mais pourquoi est-ce qu'à ce jour, selon vous, il ne fait pas d'ouverture à aucune recommandation, à aucune requête, à aucune demande? Pourquoi? Ça, je ne peux pas le savoir. Je ne suis pas dans le cercle restreint du président Ouattara. Non, mais là, j'interroge le citoyen. Si vous devez donner votre point de vue de manière formelle, cela s'expliquerait par quoi? Mais j'aurais dit que déjà les concernés eux-mêmes, que ce soit le président Thiam ou le président Gbagbo, pouvaient faire l'option également de la discussion diplomatique, Guillaume. Mais c'est ce qui est fait depuis, non? De quelle manière? Bah, toutes les institutions qu'ils ont pu donc contacter, qu'ils ont allé voir, que ce soit l'Union européenne, les institutions ivoiriennes. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, le PDC... Mais le dialogue politique a été demandé au président de la République. Il y a eu beaucoup de requêtes. Aucune de ces requêtes n'a trouvé oreille attentive. On est tous des observateurs. Depuis, par exemple, que l'opposition ivoirienne demande un dialogue politique avec le président de la République, depuis que l'opposition demande la révision de la liste électorale, demande le toilettage des tests par rapport à... Toutes ces demandes ont été formulées. Oui. Aucune oreille attentive à aucune de ces... Ah non, faut pas dire ça. Bon, à quel niveau? Récemment, il y a eu une rencontre entre des membres du gouvernement ivoirien et la coalition CAPSI, qui est aussi une coalition de l'opposition. Et cette coalition, dans cette demande formulée au gouvernement, intègre la réinscription du président Gbagbo et du président Thiam sur la liste électorale. La réinscription également du président Blé. Vu que vous en parlez, qu'est-ce que cela a donné? Cette rencontre entre les membres du gouvernement et la CAPSI, qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a rien donné. En tout cas, sur ces questions-là, ça n'a pas donné le résultat espéré par l'opposition. Puisque, certainement, je présume que le pouvoir en place s'est réfugié derrière les institutions judiciaires, en l'occurrence le Conseil constitutionnel, pour laisser donc le Conseil décider juridiquement. Parce que les arrangements politiques sont des options. Ce sont des scénarios qui laissent libre cours à chaque parti de pouvoir accepter ou non. Et la réalité aussi est la suivante, Guillaume. C'est que le jeu politique, c'est un rapport de force, Guillaume. Pourquoi ça devait être ainsi? Mais non, vous me dites... Pourquoi est-ce que ça doit être un rapport de force? Mais c'est un rapport de force parce que le jeu politique met en corrélation des acteurs qui revendiquent chacun une force sociale qui peut se faire ressentir dans le jeu. Ne serait-ce qu'à travers, si je mets sur le plan démocratique, à travers les marches, les meetings, à travers même ce qu'on peut appeler la désobéissance civile, ce sont des pratiques démocratiques par lesquelles les partis expriment, et notamment l'opposition, démontrent leur force et contraignent le pouvoir en place à céder. Sauf que le plus souvent, ces moyens démocratiques ne sont pas toujours suffisants pour contraindre en face le pouvoir à céder. Malheureusement, dans le cas de Gbagbo, par le passé, ce ne sont pas les marches du RDR à l'époque qui ont contraint Gbagbo à céder des choses. C'est une rébellion armée. Et la rébellion armée n'est pas une solution démocratique, mais c'est une réalité géopolitique. Et c'est lui, en face de cette rébellion, a été contraint à faire des concessions, à céder son premier ministre, qui était issu de la rébellion, à céder des postes ministériels à la rébellion. Dans toute cette atmosphère que vous êtes en train de dépeindre, vous qui êtes proche du ministre Awad Dombelo, vous vous apprêtez à aller aux élections. Vous comptez sur quoi? Pour parler comme l'Ivoirien lambda. Déjà, nous comptons sur la volonté du ministre lui-même. Parce que tout part de là. Tout part d'une détermination, d'une autodétermination du personnage à prendre ses responsabilités. C'est ce qu'il a fait. Ayant détecté, ayant constaté
que les éléments pour exclure son parti de l'élection présidentielle 2025 étaient réunis, en interne, a proposé le débat pour que, par anticipation, le parti prévoit des options pour pallier à l'éventuel écartement du président Gbagbo. C'est une proposition. Malheureusement, cette proposition n'a pas été entendue. Et il a pris ses responsabilités. Donc, sur quoi il compte? Eh bien, il compte sur le peuple du Côte d'Ivoire. Parce que c'est le peuple qui donne le pouvoir. Voilà. Parfait. Ce peuple de Côte d'Ivoire qui donne le pouvoir, ce peuple de Côte d'Ivoire a en face de lui une liste électorale qui est truffée de beaucoup d'incohérences. Oui. Pourquoi vous, en tant que candidat déclaré aujourd'hui, quand je parle de vous, je parle de la coalition autour du ministre Awa Dombello, pourquoi est-ce que ne pas vous servir aujourd'hui de votre position légitime de candidat déclaré pour réclamer une liste électorale fiable, de sorte à avoir des élections transparentes, que de vous engluer dans cette logique-là, de vous dire on va aller en campagne, on souhaiterait avoir tout le monde autour de nous, sachant que les conditions ne seraient pas réunies vraiment pour avoir une élection transparente. Ok, déjà, il faut noter que dans toute élection au monde, dans tout processus électoral au monde, la fraude, c'est une réalité qui est inhérente même au processus. Ce n'est pas une réalité qui est propre à la Côte d'Ivoire. La fraude électorale, ça existe en France. Vous vous souvenez de l'élection de Fillon, avec le bourrage d'une au niveau de Bordeaux, etc., qui impliquait Juppé, etc. Vous vous souvenez, l'an dernier, l'élection du président Trump, où l'administration américaine a soupçonné la Russie d'avoir manipulé le vote de façon informatique. Pour vous dire que, pour revenir à la Côte d'Ivoire, tout à l'heure quand vous parliez, vous avez dit que pourquoi la coalition du ministre Awa Dombello ne cherche pas à obtenir donc le règlement de ces questions-là pour pouvoir avant d'aller aux élections. Mais justement, Guillaume, le ministre Awa Dombello n'a pas encore de coalition politique. Pour le moment, sa candidature est en jeu. Il a volontairement confié sa candidature à toutes ces forces dont vous parlez, au PDCI-RDA, au PPACI, au FPI, dans le but justement de discuter. Quand il fait un communiqué de retour du voyage et que dans le communiqué, il dit de façon explicite que sa candidature, il la confie à ses acteurs politiques, d'aucuns y ont vu une sorte d'opportunisme, mais non, c'était justement là qu'il donnait l'opportunité à ces acteurs de ne serait-ce que discuter, Guillaume. Et c'est là où j'emprunte ce mot à l'un de mes amis qui disait que discuter, ça veut dire que chacun peut dire non, chacun peut dire oui. Quand le ministre Awa Dombello propose à ces acteurs-là de s'approprier sa candidature, c'est justement pour les inviter à discuter. Et dans la discussion, cette question aurait pu ressurgir. Cette question-là... Allez-y. Cette question-là, de mettre en avant le préalable, en fait, c'est un préalable. Le préalable d'obtenir la réunion des conditions favorables pour les élections aurait pu être posé au ministre. Et sur la table de négociation, il aurait pu dire oui, comme il aurait pu dire non. En ce moment-là, mais au moins la discussion la discussion avait au moins eu lieu. La chance a été donnée aux acteurs d'envisager donc cette option dont vous parlez. Malheureusement, sa main tendue a été brutalement rejetée. J'allais arriver à cette main tendue, mais vu que vous dites qu'elle a été rejetée, peut-être on va essayer de décortiquer tout de même. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de fraude. Et dans ce fameux communiqué du ministre Awa Dombello, il a dit qu'il a les mécanismes pour contrer les fraudes. Ça existe, oui. De quel mécanisme il dispose? Mais je n'en parle pas ici, Guillaume. Non, puisqu'il a déjà avancé. Guillaume, on aimerait bien savoir. Je pense que Guillaume, non, de toute façon, il ne me revient pas à moi, quand bien même je fais partie de son équipe de campagne, de révéler au micro d'Actu People la stratégie du ministre Dombello pour contrer la fraude. Ça relève de la stratégie, ça. C'est pas sur un plateau qu'on parle de ça. Et d'ailleurs, sur ce point-là, je pense que si le RHDP est un parti qui n'est pas imprudent, ils doivent comprendre que le piratage du processus électoral,
ce n'est pas une compétence dont un parti au pouvoir a le monopole. Hein. J'ai donné tout à l'heure des exemples où des processus électoraux ont échappé au pouvoir sortant. Je ne suis pas en train de dire que le ministre Awa Domelo prévoit de faire ça. Hein. Nous, on ne compte pas sur la fraude pour se faire élire. Ah non, pas du tout. Mais je veux dire, la fraude, ce n'est pas l'apanage du parti au pouvoir. La manipulation des données informatiques d'un processus électoral, ce n'est pas, c'est pas un monopole du parti sortant. Comme pourrait le dire le ministre Damanan César, il dit vous n'avez pas le monopole de la violence. Ah mais oui. En tout cas, il y a un représentant du ministre Awa Domelo qui dit que le RHDP n'a pas le monopole de la manipulation des données informatiques. Oui, Guillaume, moi, sur ce point-là, je ne suis pas partisan de ce discours-là qui veut prêter au RHDP des intentions de fraude, etc. En toute objectivité, il faut reconnaître à ce parti sa capacité à pouvoir gagner une élection. Ils sont quand même sur 15 années de gouvernance. Ils ont avec eux l'administration, ils ont avec eux les moyens de l'État, ils ont avec eux tous les leviers de l'État qu'ils peuvent utiliser, même illégalement, hein, pour gagner. Donc il faut leur reconnaître déjà ça, parce que c'est en leur reconnaissant cette capacité qu'on se donne également les moyens de pouvoir y répondre. Donc je ne suis pas favorable à ce discours-là, mais je dis que si tel est que il était confirmé qu'eux ils préparaient la fraude, qu'ils sachent que la fraude n'est pas leur monopole. Une chose est sûre, vous allez aux élections et le 25 octobre 2025, le ministre Awa Domelo sera face au président Alassane Ouattara. Ce sur quoi il sera jugé, ce sera son programme de sauté. Est-ce qu'on peut avoir une ébauche de cela? Une chose est sûre, le programme du gouvernement du ministre Awa Domelo n'est pas encore officiel. Et je lui laisserai en tout cas la solennité et l'exclusivité de pouvoir présenter son programme au peuple de Côte d'Ivoire. Mais avant cela, il a déjà donné quelques indications, quelques repères de ce qu'il pouvait faire pour la Côte d'Ivoire. Le ministre Awa Domelo, ce qui lui tient encore à cœur et qui sera la fondation de sa gouvernance, c'est de restituer à la Côte d'Ivoire sa vraie souveraineté. Et cette souveraineté, elle est au moins à 3 niveaux. Au niveau économique, au niveau politique et au niveau diplomatique. Parce que quand vous prenez même le bilan de ce pouvoir en place, de la gouvernance de Ouattara, il se prévalent hein, de réalisations infrastructurelles, etc. Tout ça, c'est bien beau parce qu'effectivement, ça compte. Ça compte dans l'évaluation économique d'un État. Sauf que la réalité économique aujourd'hui est que l'économie ivoirienne est aux mains de puissants étrangers, Guillaume. Ça a son avantage, hein, parce que ça crée de l'emploi pour les nationaux, même pour les étrangers, etc. Il n'y a pas de souci. Sauf que les retombées de ces économies-là n'appartiennent pas à la Côte d'Ivoire. Ils sont rapatriés ailleurs. Et le président Domelo estime qu'il y a une autre façon de pouvoir organiser l'économie pour qu'on donne la possibilité aux Ivoiriens, par la prise d'action dans les sociétés, pour que les Ivoiriens soient partie prenante, en tout cas de façon assez importante dans ces sociétés, pour que les revenus, les dividendes de ces sociétés-là ne soient pas à 100% rapatriés. Voici un pan de ce qu'il appelle par exemple la souveraineté économique. Aujourd'hui, il a dit l'autre jour sur un plateau de l'un de vos confrères, il faut que la Côte d'Ivoire, et qu'elle expliquait en fait l'idéologie des BRICS, qui veut que dans un monde multipolaire, la souveraineté veut que chaque État ait la liberté de se donner pour partenaire l'État qu'il choisit lui-même, sans aucune contrainte. Aujourd'hui, la réalité est que, à cause des conflits qu'il existe entre la Russie et le monde occidental, aujourd'hui, un Russe qui part en Côte d'Ivoire ne peut pas fonctionner avec sa carte de crédit. Parce que le système bancaire russe a été, je veux dire, est verrouillé du système économique occidental. Ouais. Mm-hmm. Alors que, peut-être aujourd'hui, un homme d'affaires russe a peut-être envie, s'il a envie de investir en Côte d'Ivoire, il ne pourra pas. En tout cas, pas par le système bancaire russe.
Et c'est à ce niveau-là que, justement, se situe, qu'on peut palper, toucher du doigt, la contrainte et l'absence de souveraineté économique que la Côte d'Ivoire n'a pas à ce niveau. Parce que la Côte d'Ivoire, de façon pratique, est obligée de passer par un circuit d'autorisation qui passe par l'Occident avant de pouvoir s'adresser à d'autres partenaires dans le monde. Et vous voulez mettre fin à tout cela. Changer cela. Mais vous, en tant que juriste là, et là-dessus, j'estime qu'il y aura quand même des réformes juridiques. Est-ce que vous avez pu participer à ce débat-là par rapport à des réformes juridiques qui pourraient être formulées par rapport à votre programme de société, par exemple? Oui, bien sûr. Déjà, lesquelles, voilà, en termes de réformes juridiques, qu'est-ce qu'on devrait pouvoir retenir? Déjà, en se basant sur les délais de développement de l'actualité en Côte d'Ivoire, sur le système judiciaire, Guillaume. Vous avez aujourd'hui la réalité qui est la suivante. Vous avez un système judiciaire qui a un fonctionnement qui a pour effet de terroriser les populations. Je parle par exemple du phénomène des cagoules. Oui, c'est vrai. Dans les unités de l'armée, de la police, dans tous les pays, ça existe. Ça existe des unités encagoulées qui interviennent dans des missions précises. Sauf que, le plus souvent, ces unités vont intervenir dans des cas assez sensibles, où la criminalité est d'un autre niveau, en fait, d'un niveau assez supérieur. On a affaire à des chefs de gang, à des vrais criminels. Ouais. Où on veut protéger l'identité des policiers ou des gendarmes qui interviennent. Ça c'est de deux. La communication gouvernementale sur l'action de la justice. Je prends un seul exemple, le cas du jeune Ziggy. Ziggy disparaît de son domicile un jour en Côte d'Ivoire. C'est 5 jours après que, par des sources non étatiques, de personnes lambda qui sur Facebook font des publications, moi personnellement je l'ai appris sur la page Facebook de mon aîné Jean-Paul Auro, qu'on apprend que Ziggy serait à la Maca au 5e jour, Guillaume. Donc en 5 jours, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas été à même d'expliquer aux Ivoiriens, ne serait-ce qu'à sa famille, Guillaume, à la famille de Ziggy, les motifs pour lesquels Ziggy a été arrêté. Et puis, comme aujourd'hui le gouvernement communique sur les réseaux sociaux, il y a Police Secours, il y a toutes les plateformes de la police que vous connaissez qui sont sur les réseaux sociaux, expliquer en fait les motivations de cette action policière légitime, en tout cas si eux le considèrent comme tel. Et quand il n'y a pas ça, quand en 5 jours les Ivoiriens s'interrogent, quand il y a un blackout total sur l'affaire et que des cyberactivistes récupèrent l'affaire et parlent d'enlèvement, aujourd'hui on sort des directives pour interdire à ces jeunes de parler d'enlèvement. Mais Guillaume, quand l'État lui-même procède à ces actions-là, dans un environnement de clandestinité, sans dire pourquoi la personne a été arrêtée, sans dire où la personne est détenue, sans dire les motifs, enfin, je veux dire, ce qu'on reproche à la personne, et qu'il y a un flou sur l'affaire, qu'est-ce qu'on laisse comme alternative à ceux qui veulent en parler, d'en parler? Est-ce que si, par exemple, un cyberactiviste dit que Ziggy a été arrêté, parce que dans le terme arrêté, ça signifie que c'est une procédure policière régulière qui a été faite. Donc, implicitement, il y a une accusation sur la police qui se fait là, si on parle d'arrestation. Donc, on ne peut pas dire que quelqu'un a été arrêté si on n'a pas les preuves que sa disparition est due à une action de la police. Donc, le seul mot qui convenait en la réalité, c'était l'enlèvement, puisqu'il n'existe plus à son domicile. Et des éléments matériels à son domicile montrent qu'il y a eu, en tout cas, une irruption forcée, violente, au bout de laquelle il n'a plus été revu. Pour dire que, sur ce point-là, justement, le ministre Amadou Melo prévoit de mettre en place une justice proche des populations. Une justice qui communique, qui rassure les populations. Une police qui est rassurante. Une police qui est proche des populations. Une armée qui est en mission, qui rassure sur les frontières, Guillaume. Et sur ça, là, je laisserai le soin au ministre lui-même, bientôt, de pouvoir développer. Parce qu'il y a aussi, il faut aussi prendre en compte que dans un plan de gouvernement, il y a aussi le caractère de l'exclusivité et du secret, pour ne pas se faire voler des idées. Je l'entends. Voilà. Donc ici, là, moi je donne quelques éléments. Et ça fait en tout cas la liaison par rapport à qu'on appelle ça au prochain sujet qu'on va aborder. Parce dernier point sur le plan judiciaire. Dernier point, pour finir dessus, et ça je tiens, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, vous voyez que
le système de nomination Des magistrats. des magistrats. La Côte d'Ivoire fonctionne selon un modèle de séparation des pouvoirs. Donc, l'exécutif est séparé du judiciaire dans le fonctionnement. Et puis les deux sont séparés du législatif, d'accord? Sauf qu'on a, en Côte d'Ivoire, un président du Conseil constitutionnel qui est nommé par le chef de l'État. D'accord? Donc, qui, du point de vue éthique, comme vous aimez le mot, qui est nécessairement redevable de la personne qui lui a donné une élévation de rang. Donc, lorsque les exécutifs nomment une personnalité aussi importante qui a une fonction arbitrale, il y a forcément une collision. Et ça, le ministre Domelo, dans sa gouvernance, compte le corriger. Introduire des projets de loi pour que un mécanisme de désignation soit mis en place qui invite les magistrats entre eux à désigner l'un de leurs sur des conditions qui sont définies pour que la source de légitimité du président du Conseil constitutionnel ne vienne pas de l'exécutif. Pour éviter, par exemple, que celui qui est nommé à la tête du Conseil constitutionnel ne soit en rien du tout redevable au chef de l'État qui sera dans une compétition que lui va arbitrer. C'est une très belle initiative, mais là-dessus, je vous prends un peu au mot, d'autant plus que le ministre Awa Domelo, tout de même, il est du FPI. Et il fut du FPI. Il fut du FPI. Oui. C'est conséquent, en son temps, le président du Conseil constitutionnel, il était du FPI et il était dans le comité central du FPI, Paul Yaoundé. Pourquoi est-ce qu'en son temps, il n'a pas pu faire cette observation pour qu'au sein des collèges des magistrats, on puisse nommer des magistrats selon le collège, il doit pouvoir nommer, que c'est maintenant que cette idée germe. Guillaume, le ministre Awa Domelo, pour ceux qui ont suivi son parcours, il est connu pour être l'un des collaborateurs du président Gbagbo les plus réguliers à faire et permanemment des fiches d'analyse qu'il transmet à plusieurs reprises pour faire des suggestions à son leader, au président, sur des questions d'intérêt, en tout cas national, ou qui engageait l'intérêt du parti. Au moins, il était au pouvoir, il a fait ses observations. Même avant. Non, parlant du cas de Paul Yaoundé, vu qu'on est dans ce cas circonspect, oui, okay. Je vais pas aller sur d'autres sujets. Oui. Est-ce qu'il a fait des observations dans ce sens pour dire que non, là, on est un président du Conseil constitutionnel qui est issu quand même de nos rangs, qui fait même partie du comité central du FPI. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas permettre aux magistrats de nommer un des leurs pour être le président du Conseil constitutionnel? Dans la gouvernance du président Gbagbo, le ministre Awa Domelo était directeur général du Benet. Oui. Donc, il n'a pas officiellement de prérogatives pour faire des suggestions au président sur cette matière-là, qui relevait d'un autre domaine. D'accord? Mais étant du comité central du FPI, parce qu'il faisait quand même partie des barons du FPI. Mais donc, dans ce cas, et à ce titre, il aurait pu faire des observations en tant que membre, en tant que camarade, comme ils le font eux. Camarades, je suggère que nous fassions ceci, nous fassions cela, surtout sur le plan juridique, pour ne pas que cela puisse se pérenniser avec d'autres pouvoirs. Ils auraient pu donner ce bel exemple. Mais c'est pourquoi je vous donne des éléments d'information qui vous permettent de pouvoir savoir que sur ce genre de sujet, M. Domelo fait partie des personnes qui ont toujours fait régulièrement des fiches au président Gbagbo. Est-ce que sur cette question précise de la nomination, de la source de légitimité du président constitutionnel, il a fait des fiches au président Gbagbo, je ne saurais vous dire oui. Parce que j'ai pas eu accès à des informations sur ce sujet précis. Mais à partir de ce que je sais de ses rapports avec le président Gbagbo, depuis le FPI avant le pouvoir et dans le FPI au pouvoir, je sais qu'il a toujours et ce fonctionnement a toujours existé entre les deux. Cette possibilité en tout cas, de recevoir des observations d'un collaborateur en vue d'améliorer les choses. En tout cas, l'idée elle est lumineuse, celle de voir les magistrats nommer un des leurs président du Conseil constitutionnel ou encore même procureur de la République. Oui. Si toutes ces nominations sont du fait des magistrats, c'est vraiment une idée lumineuse. On espère qu'elle va voir le jour en Côte d'Ivoire. Ça permettra aussi de garantir cette liberté de judiciaire qu'on recherche tant, même si elle est dite, mais on sait que dans les faits, c'est pas réel. On aurait pu commencer par ça. Mon invité, c'est Arsène Touault. Je voudrais que vous vous présentez à tous ceux qui vont suivre votre interview. Ok, je suis Arsène Touault. Je suis de profession juriste.
Aujourd'hui, je suis chargé de recrutement au niveau du Conseil régional d'Île-de-France. Et politiquement, ou bien du point de vue associatif, j'ai appartenu, moi, à 3 organisations. J'ai d'abord appartenu à la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la FESI, où j'ai fait mes classes de l'antichambre jusqu'à mon poste le plus important, qui était le poste de secrétaire général de la section droit d'Abidjan. Et après la FESI, j'ai adhéré en politique avec l'Union des nouvelles générations, du président Stéphane Kipré, où j'ai milité entre le 8 janvier 2008 et puis juin 2021. Voilà, donc 13 années de d'engagement politique. Et puis après l'UNG, je me suis engagé dans la défense et la promotion des droits de l'homme à travers l'OID que j'ai créé, l'Observatoire international des questions des droits, qui était think tank pour la défense et la promotion des droits de l'homme. C'est quoi vos rôles, justement, au sein de l'OID? Parce que j'ai vu pas mal de choses là-dessus sur les réseaux. C'est quelle sorte d'organisation? C'est une organisation internationale? C'est une organisation de société civile? C'est quoi, en gros? C'est une organisation vous devez jeter un peu plus de lumière sur cette organisation. C'est une organisation de la société civile, donc, qui est dédiée à la promotion, à l'instar de ce que fait Boga Sako Gervais, là? Oui, lui aussi, il est de la société civile. Ok. Donc, même lui, il est plus porté sur d'autres sujets. D'autres thématiques. Nous sommes portés sur la promotion, la défense et la protection des droits de l'homme. Ok. Voilà. Et l'OID est implanté dans plusieurs États. Aujourd'hui, il y a la Fondation en Côte d'Ivoire qui fonctionne assez bien, qui est déjà installée, qui a des dossiers en cours, des accompagnements de victimes, etc. Il y a la coordination de Togo qui est en cours d'implantation, qui sera bientôt investie. Il y a également la coordination du Bénin qui est sur le même projet et qui sera bientôt investie. Le combat que vous avez mené, que vous avez gagné, ce sont lesquels à travers l'OID par rapport à la protection des droits de l'homme? Déjà, en Côte d'Ivoire, actuellement, nous sommes sur un sujet assez sensible. Et ça fait partie justement des raisons pour lesquelles j'ai rejoint la campagne du ministre Awadon Bello. Parce que moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, j'ai des sujets, des droits humains qui me tiennent à cœur et que je me suis promis de pouvoir faire intégrer dans la vision du ministre Awadon Bello. Figurez-vous, monsieur Guillaume, qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des multinationales qui emploient des Ivoiriens pour travailler sur des années sur des années et qu'ils emploient en intérimaire. Nous sommes sur des cas aujourd'hui avec une multinationale dans le domaine du café cacao qui emploie des Ivoiriens depuis 25 ans pour certains, mais en intérimaire. Parce que ces multinationales-là ont cru trouver la bonne solution d'utiliser des plateformes de travail temporaire pour engager des salariés. Et puis au bout d'un temps, voire de 2 ans, 3 ans, les abandonner, prendre d'autres salariés et ce cycle se renouvelle. En oubliant que la loi ivoirienne donne un certain délai au bout duquel un CDD et le travail intérimaire est un CDD au bout duquel on passe nécessairement en CDI. Et aujourd'hui, nous accompagnons une centaine de salariés qui ont été licenciés par cette multinationale au motif qu'elle serait en difficulté économique. Sauf que au lendemain du licenciement, la multinationale continue de fonctionner. Elle gagne des marchés encore plus importants que ce qu'elle avait, ce qui a pour conséquence naturelle de vider de son sens le motif donc du licenciement économique. Voici des cas concrets que nous accompagnons aujourd'hui. Il y a eu le cas d'une jeune fille dans l'Union de la Côte d'Ivoire qui a été victime de viol de la part d'un adulte que nous avons accompagné, dont nous avons assuré l'accompagnement psychologique, scolaire, qui est aujourd'hui à l'approche du collège. Et voilà, voici un peu quelques cas que nous avons... Mais les combats gagnés, ça, ce sont des combats qui sont en cours. Non, ça, c'est un combat gagné. Pour la jeune fille, ça, c'est un combat qui a été gagné. Le combat en cours, c'est celui des intérimaires. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres cas de combats gagnés? Le combat gagné, oui. Lesquels, pêle-mêle? Il y a eu, par exemple, le cas de... Ça m'oblige à... Non, je ne donnerai pas de nom, quand même. Je ne donnerai pas de nom. Mais il y a eu, par exemple... c'est pas des combats, c'est pas des choses confidentielles. Je pense qu'en tant qu'institution... je me cale dans l'actualité. Hein. L'actualité. L'affaire Ziggy. L'OID a été la seule organisation de droits de l'homme en Côte d'Ivoire
a adressé un courrier au procureur de la République pour exiger un certain nombre de choses. Donc, exiger que le procureur communique sur les motifs de son arrestation, si tel est que il a été arrêté par la justice ivoirienne, que le procureur donne l'endroit où il est détenu, parce que cela permet de pouvoir respecter ses droits fondamentaux en tant que détenu. Parce qu'un prisonnier a des droits. Et à cela, c'est 2 jours après notre courrier que le procureur a produit son communiqué où il a fini par donner des informations sur les circonstances de l'arrestation de Ziggy et que on a su officiellement où est-ce qu'il était détenu. Donc, vous pensez en gros que vous êtes beaucoup écouté par les autorités judiciaires en Côte d'Ivoire dans vos différentes actions? Vous le pensez réellement? À quel niveau? Nous ne pouvons pas avoir la prétention d'être assez décisif pour faire plier nécessairement, en tout cas à ce jour-là, une institution. Mais nous comptons. Parce que nous avons un pouvoir de communication, de dénonciation qui fait que aucune injustice ne peut rester inconnue en Côte d'Ivoire. Nous aurons toujours les moyens de la faire connaître, de la faire, de communiquer là-dessus, afin que ce soit en Côte d'Ivoire ou partout dans le monde, ça soit su. Et nous savons sur ça que le gouvernement aujourd'hui n'aime pas ça. La preuve, vous voyez aujourd'hui l'arsenal qui est déployé par l'État de Côte d'Ivoire sur le cyberactiviste Johnny Pacheco, c'est parce que, au bout du compte, le pouvoir se rend compte que les choses qui sont multipliées sur les réseaux sociaux finissent par être incrustées dans l'esprit des gens et ça a son effet, ne serait-ce que sur la construction des opinions des gens. Donc, nous savons que nous avons ce pouvoir-là, de pouvoir faire connaître les choses qui se passent dans le pays. S'il n'y a pas de solution, mais de pouvoir amplifier ça là où il faut pour que la contrainte, si elle ne vient pas de la Côte d'Ivoire, vienne d'ailleurs pour que les autorités fassent ce qu'elles ont à faire. Plusieurs leaders politiques sont aujourd'hui en prison. Hein. Les cas récents, le ministre Lida Kwasi, l'ambassadeur Kone Boubacar, est-ce que vous avez mené des actions dans ce sens? Parce que, contrairement à ce que je viens d'expliquer, dans leur cas, le procureur a communiqué assez rapidement sur les motivations de leur arrestation. Et quand c'est comme ça, vous n'avez pas d'action à mener? Si, bien sûr, on peut chercher à vérifier les conditions de leur détention, parce que nous estimons que même si un citoyen est arrêté pour des motifs que les autorités estiment valables, mais derrière, il s'ouvre donc d'autres droits, notamment le droit de détention, le droit à un avocat, qui sont des droits fondamentaux. Nous pouvons agir justement pour nous assurer que ces droits sont respectés. Vu que vous en parlez, est-ce que vous savez dans quelles conditions Ziggy est détenu? De sources proches, je ne dirais pas même pas la nature de la source, il serait dans des conditions assez correctes. Selon les sources que nous avons, oui, il serait détenu au bâtiment C, enfermé comme un vulgaire criminel. Est-ce que vous avez poussé quand même vos actions pour avoir vraiment des sources tangibles ou bien est-ce que vous avez envoyé des personnes de l'OID pour s'assurer de sa condition de détention? Parce que selon les sources que nous avons, qui sont des sources très introduites, je dirais même des sources carcérales, le garçon serait détenu au bâtiment C. D'accord. Guillaume, et en isolement. Ok, Guillaume, moi, je détiens un vocal d'une source interne à la MACA, enfin à la maison de prévention. Oui, MACA, c'est ex-MACA, donc de la prison, une source interne qui a soutenu qu'il va bien. Est-ce que c'est une source qui m'a dit autre chose? Mais pour moi, cette source est fiable dans la mesure où cette source Mais excusez-moi, parce que là, on est vers la fin de l'interview, mais j'aurais aimé vraiment, en tout cas, on va dire encore creuser ce dossier. Est-ce que vous avez tout de même, parce que vous êtes une organisation reconnue, une organisation sérieuse qui mène beaucoup d'actions, vous pouvez avoir des envoyés qui puissent aller quand même rendre visite et échanger avec le garçon, viennent vous rendre compte. Je suppose que dans votre organisation, il y a des avocats et voilà, ces avocats auraient pu, de manière vraiment formelle, de manière pratique, voir le garçon et venir vous faire que de s'appuyer sur un vocal qui peut être tronqué ou ça peut être un vocal qui soit détourné à d'autres fins. Oui. Alors que là, plusieurs sources qui sont, voilà, qui ne sont pas en phase avec ce que vous dites, disent encore une fois de plus que ce garçon, il est retenu en truc. Moi, j'aimerais peut-être après cette interview, et vu que je vous donne l'information, selon ce que nous avons reçu comme information, que vous puissiez mener en tout cas vos enquêtes dans ce sens et avoir, voilà, ce serait pas mal. Mais sur ça, je note que nous avons également pris en considération la déclaration de son avocat, qui était en compagnie de sa mère et qui a
qui a noté qu'il a pu avoir la confirmation que Ziggy était à la Maca. Mais dans quelles conditions, ça, il n'a pas dit? Oui, il n'a pas dit. Et même, il a dit les traitements qui lui ont été infligés, il ne veut pas en dire plus pour ne pas heurter les sensibilités. Bon, ça, c'est une insinuation dont je ne... Non, il a dit, je n'insinue pas, il a dit, il y a des choses, par rapport au traitement qui lui a été infligé, il ne peut pas en dire plus. Non, là, il parlait du processus. Il parlait du processus de l'arrestation de Ziggy jusqu'à l'endroit où il s'est retrouvé à la Maca. Maintenant, est-ce que... Outre le processus, le traitement même, on va dire, en tant qu'être humain, de toutes les façons, le traitement qui lui a été infligé lorsqu'il a été arrêté, il a dit... De toutes les façons, comme je l'ai dit, les circonstances de la disparition de ce jeune homme autorisent la spéculation. Parce que, je dis, quand l'État intervient pour une arrestation et que l'État intervient en clandestin, ça donne la légitimité. Ça lève du coup à pas mal d'interprétations. Donner libre cours à ces interprétations, y compris les plus folles, qui disent qu'il est maltraité, etc. Parce qu'on peut présumer que si l'État voulait faire les choses normalement, comme il faut, comme le droit le veut, l'État aurait été transparent. Donc, quand l'État n'est pas transparent, ben, derrière, tout ce qui arrive comme interprétation est légitime. Dernière question rapidement, une petite question, je dirais fun. Paraît-il que c'est vous qui avez présenté, puisque vous êtes passé par l'UNG, Steve Biko au président Stéphane Tshipré, c'est vrai? Vous confirmez? Oui, c'est vrai. Dites-moi un peu, comment ça s'est passé, la connexion? En fait, non, mais on était ensemble à la FESI. C'était l'année où je sortais du mouvement. J'avais voulu être candidat au congrès de la FESI jusqu'au moment où les circonstances de cette ambition m'avaient envoyé devant une sorte d'option, hein. Soit je continuais et puis bon, je m'engageais dans une voie qui allait mettre en danger mes collaborateurs, dont les Lago Fabrice Steve Biko et d'autres, soit je renonçais. J'ai renoncé. Parce que pour moi, mon ambition de diriger la FESI ne pouvait pas justifier que je mette en danger la vie de jeunes étudiants qui me faisaient confiance. Et quand je tourne cette page, c'est à ce moment-là que, par l'entremise d'une jeune étudiante que je connaissais à la faculté de droit, me met en relation avec Stéphane Tshipré, qui était en train de créer son parti. L'UNG. Non, même pas encore l'UNG. Il a déjà créé son MFA, je crois. Ouais, MFA, ouais, c'est ça. Qui était un mouvement dissident du MFA. Et donc, je les rencontre. Et puis, à ce moment-là, il me fait part de son projet de créer un parti. De ne pas demeurer dans la dissidence du MFA, mais de créer un parti. Et puis, il m'invite donc, avec mes amis, parce que ce jour-là, je fais le voir avec les amis, les Charles Guéhi, Steve Biko, etc., de les rejoindre à l'UNG. J'avoue qu'à cette époque, j'étais un peu hésitant, puisque j'avais des propositions d'adhésion au RDR, au FPS, etc. Et donc, je n'ai pas donné accord à ces propositions-là, parce que moi, je voulais rejoindre un projet politique neuf, révolutionnaire, qui rompait avec les projets qui étaient déjà là, qu'on connaissait. Voici comment, en accord avec mes amis, les Sébico, on décide donc de rejoindre l'UNG. Et on a adhéré à l'UNG. On a fait notre premier meeting en août, c'était le 8 août 2008, à Figayo, où on a créé la coordination des élèves étudiants de ce parti. Et c'est là que Steve Biko est resté proche du président Stéphane Tshipré jusqu'à ce jour. Voilà. On aurait pu en dire beaucoup plus sur ce sujet. Malheureusement, là, nous avons tourné pendant quand même près d'1h30. Oui. On a tellement passé le temps sur l'actualité. C'est très important. Oui. Un dernier mot très, très fort, un message à faire passer à l'endroit de tous ceux qui vont suivre cette interview. Bah, écoutez, moi, déjà, c'est de donner un mot d'encouragement à Q-People, qui est une structure qui fait un bon travail, qui donne libre accès à l'information, qui donne la parole à tous les acteurs politiques de tous bords, donc qui participent donc au caractère démocratique du débat en Côte d'Ivoire. Donc vous dites merci pour ça. Et puis finir sur un mot d'espoir adressé au peuple ivoirien. Oui, aujourd'hui on entend dire que oui, la participation à l'élection présidentielle à venir, c'était une façon de cautionner le 4e mandat. Je leur dirais que ce n'est pas vrai, parce que il faut croire à la force du peuple de Côte d'Ivoire. Et nous, en tout cas, partisans du ministre Awadon Melo, nous croyons à la force du peuple à définir l'avenir de la Côte d'Ivoire.
Et nous croyons à la force du bulletin, du bulletin de vote. C'est pour ça que nous appelons aujourd'hui, pour le scrutin à venir, les Ivoiriens à se mobiliser massivement à aller voter. Parce que pour nous, les chiffres démontrent que une participation massive des Ivoiriens, qui n'a pas été observée en 2015 et en 2020, peut modifier les calculs, et la participation massive est la première solution anti-fraude. Si tel est que, en tout cas, le parti au pouvoir prévoyait cette option. Voilà. Donc, le ministre le compte sur les Ivoiriens, bientôt, il va leur parler. Il a bien voulu volontairement saisir, enfin, il a saisi l'option de pouvoir confier sa candidature aux acteurs que vous connaissez, au président Gbagbo, au président Thiam, au président Afinguessan. Deux parmi eux ont donné une réponse négative, notamment le FPI et puis le PPACI. Il y a eu la réponse je veux dire, un semblant de réponse de Maître Blessy, mais qui n'est pas la réponse du PDCI. Mais les décisions sont en cours pour que le ministre Adama Melo apporte ce message d'espoir aux Ivoiriens pour qu'au soir du 25 octobre, la Côte d'Ivoire connaisse un nouveau soleil. Merci, M. Hassan Thio, en tout cas d'être venu sur notre plateau pour éclairer la lanterne des Ivoiriens. Sur des questions juridiques, c'était surtout ça l'essentiel. Merci. Vous avez aussi fait une ouverture sur ce que pourrait éventuellement proposer le ministre Adama Melo. J'espère. Et en tout cas, vous avez vu un peu, hein, il parle de souveraineté. Il a dit là, les mécanismes pour contrer la fraude, si fraude il y en aura pour ces élections. Je pense que chacun se fera une idée de cette interview que notre invité nous a accordée en ce jour. Moi, j'ai pris plaisir en tout cas à le recevoir. Et je vous dis merci de nous suivre. Merci parce que vous êtes encore très nombreux. Que Dieu vous bénisse. C'était Guillaume Vergès pour le compte d'ActuPeople.net. À très bientôt pour une autre interview. Merci. Ciao. Merci.